Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain qui nous rejoindra au cours de cette année. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Bonjour à tous. Alors bienvenue chez vous. De vous accueillir pour cette deuxième séance des rendez-vous Avenue Centrale en sciences humaines. Mais bonjour à toutes et bonjour à tous. Que de monde, que de monde. Bienvenue pour ces 10e rendez-vous en sciences humaines, Avenue Centrale, pour rappeler qu'on travaille ici et maintenant. Aujourd'hui, nous accueillons Robert Vincent Joule, qui est professeur et chercheur au laboratoire de psychologie sociale d'Aix, donc presque un voisin. Merci à lui d'avoir trouvé le temps. Alors je sais qu'il est un petit peu ici chez lui, hein, c'est comme ça qu'il me l'a dit, et c'est comme ça que Laurent Bègle me l'a aussi présenté. Je sais qu'ils ont des liens important depuis quelques années. J'ai rappelé à ceux qui l'ont oublié ou à ceux qui ne le sauraient pas que c'est notamment l'auteur d'un best-seller. Alors on accueille rarement des auteurs de best-sellers, qui s'appelle, je l'ai ici, Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Alors ça a été traduit dans une dizaine de langues, sauf en anglais, donc bizarrerie supplémentaire. C'est une option. Alors tiré, me disait-on il y a quelques jours, à 300 000, et puis je reçois la nouvelle version 350 000, et puis là on me dit que dans quelques jours on est à 400 000. Dépassé déjà. Déjà même dépassé, donc j'imagine que dans les milieux universitaires ça doit vous assurer un certain succès, mais aussi peut-être quelques jalousies, mais c'est un autre sujet. Voilà, alors je vais citer l'Écho des Savanes, un magazine que j'ai pas parcouru depuis de nombreuses années, qui a dit « Et le plus fort, c'est que ça marche aussi en amour ». Essayez, vous verrez. Donc j'imagine que une partie de votre succès est due à ce tropisme des êtres humains un petit peu particulier. Voilà. Alors la question que vous allez aborder aujourd'hui, c'est pas tout à fait celle-ci. La question qui a été posée en même temps, c'est celle-ci. Comment amener les gens à faire librement ce qu'ils doivent faire? Donc ça veut dire qu'ils doivent faire quelque chose. Et puis vous nous avez fait deux belles promesses. La première qui devrait normalement être tenue dans les temps, puis une deuxième, ça dépendra du temps dont vous pourrez disposer. Donc il suffit, première promesse, il suffit de peu de choses pour réussir là où l'information et la persuasion échouent. Ça c'est la première promesse, donc déjà évidemment un intérêt certain. Et la deuxième, présentation d'une nouvelle forme de communication, la communication engageante. 3 petits points, s'il a le temps. Hein. Donc on espère que vous aurez le temps. On imagine que parmi vos lecteurs, il y a évidemment pas mal de politiques, en tout cas que s'ils parcourent cet ouvrage, ils doivent y trouver un certain nombre de raisons de poursuivre leur carrière. Voilà, donc vous êtes chez vous, on vous écoute, et merci une fois de plus d'être là avec nous. Merci Luc, merci Laurent. D'abord, je voudrais quand même dire en préalable que je souhaitais parler debout. Ce qui m'aurait permis d'être, je l'espère, à la hauteur de vos attentes. Mais Luc m'a dit assis. Non, je pas dit comme ça. Je me suis soumis librement. Voilà. Ah, voilà. Bon, alors question, comment amener les gens à faire ce qu'ils ont à faire, mais librement? Le librement est important, parce qu'on connaît tous les limites de l'autorité. L'ombre du bâton disparu, tout redevient comme avant. Le bon exemple, c'est l'agent de police. On le place à un carrefour, on observe. Les gens font ce qu'ils ont à faire, en présence de l'agent de pouvoir. Mais vous retirez l'agent de police, les gens retrouvent instantanément leurs mauvaises habitudes. Bon. Dans le librement est extrêmement important si l'on souhaite obtenir des effets pérennes. Alors, comment amener les gens à faire librement ce qu'on souhaite les voir faire?
Librement, si on écoute nos intuitions, elles nous soufflent information, argumentation. Avec cette magnifique conception de l'homme, selon laquelle les comportements découlent des idées. Et c'est vrai qu'on aime à penser qu'en faisant preuve de pédagogie, qu'en étant capable de provoquer les bonnes prises de conscience, en mettant en avant les bons arguments, en tablant sur les bonnes informations, alors les gens vont modifier leurs idées et du même coup modifier leur comportement. Belle conception de l'homme. Tellement belle d'ailleurs que ces présupposés ne sont jamais questionnés. Belle conception de l'homme portée par l'air du temps, les médias notamment. Je voudrais vous en montrer tout de suite les limites, avec une magnifique expérimentation. Elle est magnifique au moins sur 2 points. On a le temps pour nous, parce que vous pourriez me dire, attendez, informer, convaincre. C'est long, d'accord, c'est long. 10 ans. On va disposer de 10 ans. Et puis vous pourriez me dire, mais attendez, modifier les comportements, c'est difficile, notamment lorsque les gens ont déjà de mauvaises habitudes. C'est vrai. Il n'y aura pas de mauvaises habitudes. De quoi s'agit-il? D'une longue action, très longue action, de prévention du tabagisme, qui va commencer à l'âge de 7 ans on ne fume pas, et qui se termine 10 ans après. 17 ans. Et au fil des semaines, des mois, des années, on informe, on persuade des méfaits du tabac, bien sûr. Au total, vous ne trouverez pas l'équivalent. 65 séances, réparties entre 7 ans et 17 ans, avec des contenus de connaissances évidemment parfaitement adaptés à l'âge des élèves, et une pédagogie elle-même parfaitement adaptée à l'âge des élèves. La moindre des choses lorsqu'on a fait une action, c'est d'en évaluer l'efficacité sur les critères pertinents. Il n'y en a pas 1000 en matière de santé publique. Il y en a 2. Peut-être 3. Mais au moins 2. Allez. Je fume pas. Ça, c'est un critère fort. Et puis, la consommation quotidienne moyenne. C'est pas pareil de fumer 2 cigarettes ou en fumer 15. Alors, la méthodologie est extrêmement simple. Au départ, 8000 élèves. Distribution aléatoire dans 2 groupes. 4000 de chaque côté. Conditions expérimentales, je vous en ai parlé. Les élèves bénéficient de 65 séances. Conditions contrôle, je n'en ai pas parlé, je n'en ai pas besoin, on n'a rien fait. Et à 17 ans, on compare les 2 groupes sur les critères pertinents. Il n'y a strictement aucune différence. Autant le savoir. Je veux dire par là que la probabilité d'être fumeur n'est pas moins élevée dans la condition expérimentale que dans la condition contrôle. Et lorsque je ne fume pas moins, en moyenne, quotidiennement, dans la condition expérimentale que dans la condition contrôle. Ça fait réfléchir, hein. Surtout, ne croyez pas qu'il s'agit là d'un cas d'espèce. Je m'appuie sur les méta-analyses, j'en ai une en tête, qui porte sur 1288 comparaisons. C'est plus une comparaison. Conclusion strictement identique. Oui, l'information et l'argumentation s'avèrent remarquablement efficaces pour modifier ce que les gens pensent et savent, ce qu'ils ont dans la tête, globalement, leurs attitudes, mais pas pour modifier leur comportement. Parce qu'évidemment, si on compare les 2 groupes d'élèves sur un autre critère, ce qu'ils savent des méfaits du tabac, alors bien évidemment, l'action s'est avérée remarquablement efficace. Les élèves sont parfaitement convaincus des méfaits du tabac. Vous sentez ce décalage que Lewin appelait dans les années 40 le décalage entre la sphère des idées, ce que nous avons dans nos têtes, et la sphère des comportements, ce que nous faisons effectivement. Vous sentez ce décalage? Je voudrais vous le faire sentir avec le cœur. Prenons une cause admirable, parce qu'il en va de la vie. Le don du sang. Est-ce qu'ici on n'est pas tous informés et convaincus de la nécessité qu'il y a à donner notre sang? Est-ce qu'on ne connaît pas parmi nos proches, nos très proches peut-être, des gens qui ont été sauvés grâce au sang des autres? Et qu'est-ce qui nous garantit que nous, demain peut-être, ce soir peut-être, qu'est-ce qui nous garantit que nous n'aurons pas besoin du sang des autres? Rien. Et est-ce que nous donnons notre sang? Vous sentez ce décalage entre les idées? Et voyez que la question n'est pas tant comment promouvoir les bonnes idées que
les bonnes idées étant promues, comment passer des bonnes idées au bon comportement? Et c'est toute la noblesse de la pédagogie et du management, évidemment, que de permettre ce passage des bonnes idées au bon comportement. Est-ce que vous sentez au fond de vous? On va s'arrêter tout à l'heure, dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Est-ce que vous sentez au fond de vous qu'il suffirait de rien pour que vous passiez des bonnes idées au bon comportement, en d'autres termes, pour que vous donniez votre sang? Rien. Et on le donne, et on est content de l'avoir, et on est fier de l'avoir fait, et on se reconnaît dans ce qu'on a fait. Rien. Vous sentez? Et on le donne, tout à l'heure, là. Oui? Eh bien, les chercheurs ont fait de ce rien leur objet d'étude. Les chercheurs dont je suis, dont nous travaillons sur rien. Mais ça, il ne faut pas le dire. C'est l'immense Lewin, l'immense Kurt Lewin, qui, dans les années 40, nous a montré la direction à suivre si on voulait trouver ce rien. Parce qu'à l'époque, évidemment, c'est une évidence totale, absolue, définitive. Les comportements découlent des idées. Mais nous sommes dans les années 40, le cauchemar de la guerre, ses souffrances, et un problème de santé publique qui implique des modifications de comportement, parce que l'économie de guerre étant ce qu'elle est, il n'y a plus, dans les magasins, les produits qu'on trouve normalement en temps de paix. Il n'y a plus de steak. Et il faut impérativement, notamment, pas seulement, que les ménages américains consomment des abats, des bas morceaux de boucherie. Alors on demande à Lewin, effectivement, de promouvoir ces nouveaux comportements. Dans un premier temps, Lewin considère que les comportements découlant des idées, il suffit de modifier ce que les gens ont dans la tête pour modifier leur comportement. Alors il va optimiser un argumentaire en se posant les bonnes questions. Quelle est la bonne cible? C'est la ménagère à l'époque, la maman qui s'occupe du ménage et donc qui fait les courses, qui prépare le repas. Elle sera sensible à quel type d'argument, d'accord? Elle doit disposer de quel type d'information, d'accord? Il optimise un argumentaire et lorsqu'il n'est plus capable de faire mieux, il va le tester auprès d'un petit groupe de ménagères, une dizaine de personnes. Bon. L'intervenant fait un boulot formidable, il répond aux objections, répond aux questions, bien sûr, donne des recettes, rien n'est laissé au hasard. Et lorsqu'elles sortent, Lewin prend une première mesure, il veut s'assurer que l'acte de persuasion, effectivement, est une réussite. Oui, effectivement. Il l'est même 3 fois, elles sortent informées, convaincues, motivées, avec des recettes. Alors on aurait pu créer victoire, hein. Mais en matière de santé publique, ce qui compte, c'est pas ce que les gens ont dans la tête, comme d'ailleurs tous les autres domaines de la vie sociale. Mais c'est ce qu'ils font. Alors il prend un peu plus tard la mesure pertinente. Est-ce que oui ou non des abats ont été servis? 10 personnes, 0 sur les 10. Qu'est-ce que c'est ça? On recommence. On reprend un groupe de 10 personnes. Avec son élan, son allant, l'intervenant plaide, informe, etc. Également, les personnes ressortent avec des recettes. Aide qui de la salle de conférence? On mesure ce qu'elles ont dans la tête. Elles sortent évidemment, encore une fois, informées, convaincues, motivées. Lorsque Lewin prend la mesure pertinente, quelques semaines plus tard, 0. Mais qu'est-ce que... Finalement, il va arriver à un maigre 3%. Vous sentez les limites de l'information et de la persuasion. Et c'est là qu'il va voir cette idée lumineuse qui va vous paraître d'une banalité affligeante, mais tout paraît après coup d'une banalité affligeante. Regardez l'invention de la roue. Vous dites pas, mais moi je me le dis presque tous les jours, moi je l'aurais inventé. Mais après coup. Parce que quand on réfléchit, l'invention de la roue, 5000 ans. Je ne veux pas remonter à nos plus lointains ancêtres, mais prenons l'Homo sapiens. 195 000 ans pour inventer la roue, il nous a fallu. C'est pas si simple que ça, hein. Alors voilà cette intuition de Lewin. Les idées, je sais les promouvoir. Les comportements, c'est comme si j'avais rien fait. Et il se met à chercher ce qui pourrait relier la sphère des idées à la sphère des comportements, en quelque sorte le chaînon manquant. Je me suis dit, mais c'est bête comme tout. Et si c'était une décision? J'ai les idées, j'ai pas les comportements, je vais relier les deux par une décision. Alors regardez comme ça devient simple. Dans les groupes précédents, vous imaginez comment terminer l'intervenant? C'est le schéma du pédagogue, c'est le schéma du manager, c'est le schéma de la leçon de morale, c'est le schéma de l'avocat. Je vous ai convaincu, vous voulez pas qu'il y ait de problèmes de santé dans votre famille, vos enfants, vous les aimez, servez des abats. Vous avez vu les résultats? Rien. Cette fois, Lewin demande à son intervenant de rendre les gens acteurs, décideurs. La fin. Il y a des petites différences, mais je n'en parle pas. Je parle que de la différence qui est déterminante, la fin. Avant qu'on se quitte, évidemment, le propos, évidemment, a permis de convaincre, de persuader les gens.
ce que montreront les mesures post-expérimentales. Mais pas plus, pas moins, pas plus. Avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir quelles sont celles d'entre vous qui vont servir. Non, levez la main. Je voudrais compter, je vous en prie, levez la main. Les gens lèvent la main. Vous sentez la différence? Dans un cas, je suis récepteur, pour ne pas dire réceptacle. Là, je deviens acteur, décideur. Les gens sortent, les wins mesurent ce qu'elles ont dans la tête. Elles sortent également informées, convaincues, motivées. Encore une fois, pas plus, mais pas moins. Et ensuite, il prend la mesure qui importe en matière de santé publique. La seule qui importe en matière de santé publique. C'est plus 3%, 32%, 10 fois plus, ça tient à quoi? Rien. À rien. Pas l'amour des mamans pour leurs enfants, pas au rapport qu'elles peuvent entretenir avec les bas morceaux de boucherie, à rien. Un jeu de circonstances qui a fait qu'elles ont été amenées à lever la main, publiquement. Ça fait réfléchir, hein. Et ce petit rien, mais qui change tout. Alors j'ai quand même envie de vous dire que si Lewin avait disposé de la théorie de l'engagement, en fait, il a pressenti cette théorie, comme il a pressenti la théorie de l'engagement, il a pressenti la communication engageante. Il se serait pris différemment. Et il aurait obtenu des résultats infiniment plus marqués, je voudrais vous le faire sentir. Il aurait dû dire, il aurait pu dire, j'ai besoin de vous. On s'est rendu compte que les affiches, les affichettes sur les portes des commerçants, les affiches sur les murs, les spots à la radio, les encadrés dans la presse, manger des abats, les recettes diffusées, n'ont aucune efficacité. N'oubliez pas que nous sommes en guerre. J'ai besoin de vous. Il nous manque un élément. Cet élément, c'est vous qui le détenez. On a besoin de savoir comment ça s'est passé chez vous lorsque vous avez servi des abats pour la première fois. Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, et voilà, ça va être un très bel acte préparatoire. Je vais illustrer ensuite la notion d'acte préparatoire. Laissez-moi votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone, et vous me dites à quel moment je peux vous appeler. Bon, pour moi, ce serait bien dans une semaine, mais si vous avez besoin de 10 jours ou de 15 jours, c'est pas très 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 grave. Les gens auraient donné leur nom. Les gens auraient indiqué leur numéro de téléphone. C'est l'Amérique, c'est leur pays qui a besoin d'eux, et nous sommes en guerre. Faire quelque chose pour son pays, vous imaginez ce que ça peut représenter, et ça c'est le niveau d'identification de l'action élevée. Mon pays a besoin de moi. Et là je sais que je vais être rappelé, donc j'ai à rendre compte, conséquence de l'acte. Vous sentez que si Lewin avait procédé de cette façon-là, les effets auraient été infiniment plus marqués. Eh bien, à vous dire comment Lewin aurait dû procéder, j'ai introduit deux notions qui sont extrêmement importantes. La notion d'acte préparatoire, je vais vous en dire quelques mots, et la notion d'identification de l'action. Acte préparatoire, un petit pas dans la bonne direction. Deux mots sur cette recherche extraordinaire réalisée par mes collègues américains dans les années 60, Friedman et Fraser. Ils souhaitaient que les gens mettent dans leur jardin un grand panneau. Imaginons un panneau, 1 mètre sur 2, ralentir prudence. Si je sollicite directement les gens, même sur la base d'un argumentaire bien pensé, la probabilité qu'on accepte de mettre dans son jardin un panneau est faible. En l'occurrence, 16,7%, si vous aimez les décimales. Question, comment augmenter cette probabilité? Beaucoup de tâtonnements et cette formidable découverte. Regardez. Le panneau, je le réduis dans ce sens. Le panneau, je le réduis dans l'autre sens. Qu'est-ce qui reste? Un bout de panneau, une pancarte, un autocollant. Eh bien, au lieu de demander aux gens de mettre le panneau, je leur demande de mettre un autocollant. Sur le même thème, évidemment, la même thématique. Soyez un conducteur prudent. Ben, les gens acceptent. On se reconnaît dans cette cause-là. La prudence dans la résidence. Personne n'a refusé. Personne n'a refusé. Voilà mon acte préparatoire. J'ai mis cet autocollant 3 cm sur 4 ou cette pancarte 3 cm sur 4. Et ensuite, on les sollicite. En l'occurrence, c'est quelques semaines plus tard. On leur demande de mettre le panneau. Cette fois, c'est plus 16%, mais 76%. 76%. 4 fois plus, ça tient à rien. À rien. Un jeu de circonstances qui a fait que j'ai été amené préalablement à réaliser un petit acte. Mais qui porte le second, plus important que l'on attend de moi. Ce qui est extraordinaire avec ces actes préparatoires, c'est qu'ils peuvent déboucher, lorsqu'ils sont bien conçus, sur les comportements attendus, et ça c'est le rêve du pédagogue, sans qu'on ait même à les demander. Ça c'est extraordinaire ça.
C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, le paradigme de la demande implicite. Le comportement est évident dans cette situation-là, mais il n'est pas demandé. Il n'y a pas de mise en mots de la demande. C'est le cas notamment lorsqu'on voit quelqu'un dans la rue perdre un billet de banque. Ben, il n'est pas obligé de vous dire, monsieur, auriez-vous la gentillesse de me faire savoir que j'ai perdu de l'argent? Mais c'est exactement ce qu'il vous dit implicitement. Vous connaissez sa demande. Alors je vous amène à Aix-en-Provence, cette belle ville d'Aix-en-Provence, dans le cœur historique d'Aix-en-Provence. Et là j'ai eu la surprise malheureuse de constater que lorsqu'un Aixois était le témoin de la perte d'un billet de banque, il n'y avait que 20% d'entre eux qui réagissaient comme je souhaitais qu'ils réagissent, en émettant ce qu'on appelle dans notre jargon le comportement socialement utile. Monsieur, monsieur, avertir la personne de sa perte. 20% seulement. J'étais triste, hein, parce que j'ai fait la soustraction, 100, moins 20, 80% pour faire quoi? S'arrêter? Attendre un peu? Et puis au bout d'un certain temps, regarder devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, si quelqu'un était au balcon. En d'autres termes, on s'assure qu'il n'y a personne, et là on se baisse dans un mouvement avec une certaine élégance. On a une activité autour à propos de la chaussure, on touche le lacet, et évidemment, on se relève en prenant le billet. Ça m'a pas plu. Question, comment amener les gens à faire librement ce qu'ils ont à faire? Oui, c'est le prix de la vie sociale. Parce que ce billet, c'était 10 € si c'était le repas des enfants, pour celui qui le perd. Regardez comme c'est facile. Vous vous rappelez le panneau? Je l'ai réduit. J'en ai fait un bout de panneau. Il faut savoir ce que je veux. Et ensuite, je vais en réduire le coût. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'une personne rende service à une autre. Je suis dans une ville. Rendre service à un autre, je le demande, je l'obtiens. C'est si peu coûteux que je le demande, je l'obtiens. Dans une ville, on a pensé en renseignement. Alors évidemment, on élimine les gens qui courent. On élimine les gens qui ne sont pas seuls, parce que leur comportement pourrait être biaisé en fonction du regard évidemment d'autrui. Et voilà une personne qui prend la ruelle, là. Et on dit, excusez-moi, c'était un ami anglais, le cours Mirabeau. Si on a éliminé les gens qui courent, tout le monde donne le renseignement. Tout le monde. Très bien. Mais donnant l'enseignement, une petite lampe s'allume. Tant mon vieux, t'es serviable. Parce qu'il n'a pas dit, si tu me donnes pas le renseignement, je te donne 2 gifles. Raison externe. Il n'a pas dit non plus, si tu me donnes le renseignement, tiens, je te donne ma montre. Raison externe aussi. Et là, il n'y a pas de promesse de récompense, il n'y a pas de menace de punition, les gens n'en appellent à ce qu'ils sont. Et une petite lampe s'allume. Toi, mon vieux, t'es serviable. La vie leur a montré qu'ils sont serviables. Cette lampe étant allumée, l'anglais a disparu dans la direction indiquée, la personne a pris la ruelle. Et là arrive quelqu'un, c'est évidemment un expérimentateur, qui sort un portable et qui perd un billet de banque exactement dans les mêmes conditions que dans la condition précédente, que dans la condition contrôle. Cette fois, c'est plus 20%, mais 40%. Vous avez doublé la probabilité de voir les gens faire ce qu'ils ont à faire sans avoir à le leur demander. Mais regardez comme c'est facile de faire mieux. Augmentons le coût de l'acte préparatoire. Alors voilà quelqu'un qui prend la ruelle, elle est seule, d'accord, elle ne court pas. L'anglais, sorry, le cours Mirabeau. La personne donne le renseignement. Et là, il doit dire par consigne, désolé, je ne comprends pas bien le français, vous pourriez, please, répéter, mais plus lentement. Mais la personne répète. Jamais quelqu'un dit, attendez, pourquoi voulez-vous que je répète? Apprenez notre langue avant de venir en France. Vous vous rendez que ça n'a aucun sens. La personne répète, mais la lampe de briller davantage. Oui, la lampe de briller davantage. L'anglais a compris, il s'en va. La personne continue son chemin. Au coin de la rue, arrive l'autre expérimentateur qui sont sur son portable et qui perd le billet. C'est plus 20, c'est plus 40, 55%. Mais on peut faire mieux. Facilement. Augmentons le coût de l'acte préparatoire. Voilà la personne qui prend la ruelle, l'anglais lui dit « Sorry, le cours Mirabeau ». La personne explique le cours Mirabeau, mais là, par consigne, il doit dire « Je ne comprends pas le français ». Et il se fait comprendre. Il faut que la personne se déplace, il y a 50 mètres à faire. Jamais personne n'a refusé de faire ces 50 mètres. Parce qu'évidemment, le fait d'avoir déjà commencé à rendre le service, en expliquant le cours Mirabeau,
des actes préparatoires qui prédisposent la personne à faire ses 50 mètres. Et lorsque je ne suis pas pressé, qu'est-ce que c'est dans une vie de faire 50 mètres pour mettre dans la bonne direction un anglais qui est sympa comme tout? Venez avec moi, vous avez raison. La personne fait ses 50 mètres, l'anglais est dans la bonne direction, langage international, bien sûr, et elle revient sur ses pas pour prendre la ruelle. Mais là, cette fois, la lampe, elle brille encore plus. Toi, mon vieux, t'es vraiment serviable. Et voilà quelqu'un au coin de la rue qui perd un billet. C'est plus 20, c'est plus 40, c'est plus 55, 70%. Mais on peut faire mieux. Il suffit d'allumer la lampe pour l'instant. Allumer le feu. Pour l'instant, c'était l'auto-allumage, si je puis dire. Mais regardez comme c'est facile. Dans la dernière condition, on demande le cours Mirabeau, excusez-moi, je ne comprends pas le français, est-ce que vous pourriez me... La personne se déplace, elle fait les 50 mètres, et là, l'anglais, au dernier moment, au lieu de simplement dire merci, il allume le feu en disant « J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de serviable comme vous. » Eh oui. En saillant le trait de personnalité dont on attend les effets. Jamais quelqu'un a dit « Non, monsieur, je suis une ordure. » En d'autres termes, les gens... Et vous imaginez le poids que ça va avoir lorsque c'est quelqu'un qui connaît la personne. Le père, la mère, l'enseignant, le manager. Là, c'est quelqu'un que vous ne reverrez jamais. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de serviable comme vous. En général, les personnes sourient, mais la lampe brille encore plus fort. Toi, mon vieux, t'es serviable. Elle prend la ruelle. Arrive quelqu'un qui perd un billet. 90%. Vous imaginez l'écart. 20%, 90%, ça tient à quoi? À rien. Un jeu de circonstances qui a fait que j'étais amené ou pas à réaliser un acte préparatoire. Vous voyez l'importance de ces actes préparatoires. Alors maintenant, je voudrais en arriver à la notion d'identification de l'action. C'est la question du sens, tellement importante. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a quelques années, c'était dans les années SIDA, les médecins organisaient des conférences de consensus réunissant différents champs disciplinaires. En gros, une hécatombe. On a découvert l'agent infectieux, mais pas encore les premiers traitements efficaces, donc il faut arriver à se protéger. Et évidemment, le préservatif était un excellent moyen de se protéger. Et à ce moment-là, je travaillais avec certains collègues sur des stratégies à mettre en place auprès des lycéens pour qu'ils recourent à des préservatifs. Je n'avais pas encore la notion d'identification de l'action. J'avais celle d'acte préparatoire et d'engagement. Et je recherchais dans les établissements scolaires des enseignants acceptant d'obtenir des actes préparatoires de la part de leurs élèves. Et en l'occurrence, un prof de maths, parce qu'il y avait un concours de cinéma, avait accepté de faire un film, mais il était extrêmement compétent en cinéma, avec les premières et les terminales. Un film pour promouvoir l'utilisation du préservatif. Et ensuite, lorsqu'on a fait nos mesures, on s'est rendu compte qu'on n'a obtenu aucun effet. Alors qu'habituellement, j'obtenais toujours des résultats, alors que les médecins, et vous comprenez pourquoi, n'en obtenaient pas, parce qu'ils faisaient de l'information. Pensez à l'expérience avec laquelle j'ai commencé sur la prévention du tabagisme. Alors que nous, on obtenait des effets comportementaux. Et là, rien. Alors j'étais dépité, parce que commençait à se dire, j'ai un jeune prof, Aix-en-Provence, qui? Et là, un échec. Il devait arranger certains, probablement. Je me rends sur place pour parler avec ce prof de maths. Je ressors avec un certain malaise. Mais je n'arrive pas à mettre de mots sur ce malaise. Puis je lui avais demandé à voir l'équipe de tournage. Tous les élèves qui avaient participé au tournage. Et là, ça fait tilt. Parce qu'on me parlait de mise en bouche d'un texte. On me parlait de jeu d'éclairage, de la façon d'occuper un espace scénique. Certains prenaient des cours de théâtre. On avait demandé l'abonnement à des revues de cinéma au centre de documentation. Il y avait un ciné-club dont la fréquentation avait décuplé. Je me suis dit, mais tu as absolument tous les effets cognitifs et comportementaux que la théorie de l'engagement permet de prédire, mais pas où tu les attendais. Ah oui. Pour la petite histoire, ce sont ces élèves-là qui ont obtenu le premier prix. C'est dire la qualité de leur film. Et on n'a eu aucun effet. Pourquoi? Là, il y a eu vraiment un déclic important dans ma carrière. On demande à quelqu'un qui a 16 ans, 17 ans, qu'est-ce que tu fais? Il va chercher l'identification qui est valorisée et valorisante dans son groupe d'appartenance. Qu'est-ce que tu fais?
je fais du cinéma. Et voilà. Et on a tous les effets cognitifs et comportementaux de cette identification de l'action-là. Moi, je sortais des conférences de consensus, qu'est-ce que tu fais? Je me bats pour enrayer la pandémie du sida. Vous voyez? Et là, j'ai confondu. Je me suis rendu compte de l'extraordinaire importance de l'identification de l'action. Donc oui, il faut mettre les gens en mouvement. Oui, il faut obtenir de leur part des actes préparatoires. Mais attention à la façon dont ils identifient leur acte préparatoire. Parce que les effets que vous allez obtenir, cognitifs et comportementaux, dépendent, ces effets, de la façon dont les personnes ont identifié leur comportement. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pas pareil, encore une fois. Je fais du cinéma ou je me bats pour enrayer la pandémie du sida. Alors, j'en arrive à ma conclusion, sous forme de proposition. Vous l'avez vu, il ne suffit pas d'imposer pour obtenir. Pensez à l'agent de police. Il a tourné le dos, les gens ont retrouvé leurs mauvaises habitudes. D'ailleurs, on a inventé, regardez, pour les radars. Je sais qu'il y a un radar, je ralentis, ensuite j'accélère. On a même inventé le détecteur de radar. Ça montre qu'on n'a jamais rien touché de profond. On n'a pas touché la motivation intrinsèque. Et celui qui va inventer le détecteur de gendarmes, c'est difficile, hein? À fortune faite. Oui, avec un schéma autoritaire, vous ne toucherez rien de profond. Vous ne ferez pas battre le cœur. Alors, deuxième proposition, on l'a vu, il ne suffit pas de modifier les idées pour modifier les comportements. Pensez à cette longue action de prévention du tabagisme. Les élèves ont les bonnes idées, mais ils n'ont pas les bons comportements. Pensez à l'immense apport de Kurt Lewin, dont je crois qu'au firmament de la psychologie sociale, l'étoile doit briller un peu plus que celle des autres. Ne jamais rater une opportunité de doter d'un statut de décideur la personne ou les personnes dont je recherche le concours. Très important. Pas récepteur, acteur, décideur. Alors évidemment, certaines décisions sont plus difficiles à obtenir que d'autres. N'allez pas trop vite. J'en ai même fait un principe de management. On n'a jamais demandé à quelqu'un ce qu'il ne peut nous donner au moment où on le sollicite. C'est dur de partir, de repartir, de réagir sur un non. Mais préparez aujourd'hui les décisions, les comportements, les engagements dont vous avez besoin demain. Et on n'a rien trouvé de mieux que les actes préparatoires. Un petit pas dans la bonne direction. Évidemment, on vient de le voir avec cet échec lors de cette action de prévention du sida, l'importance de l'identification de l'action. Donc promouvoir des identifications de l'action, mais attention, pas qu'il fasse sens pour vous. Évidemment, qu'il fasse sens pour les personnes concernées et pour leur groupe d'appartenance. C'est très très important. Regardez, on a tous en mémoire, je porte une pierre, je construis un mur, j'édifie une cathédrale. Mais dites-moi, est-ce que c'est le même père? Et est-ce qu'il transmet les mêmes valeurs, on va dire, à son fils? Lorsque son fils lui dit « Papa, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Il a porté des pierres. S'il répond « Ne m'en parle pas, fiston, j'ai porté des pierres. » Et s'il répond « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mon fils, écoute-moi. Et pour des siècles et des siècles. Et ça va être beau, mon fils, papa. Il édifie une cathédrale. Mais comment je peux te dire, ça va être haut, regarde, des flèches à toucher les étoiles, mon fils. Ben, c'est pas le même homme, hein. Le réveil sonne le lendemain. Est-ce que c'est plus facile pour l'un ou pour l'autre de se lever? C'est très important. Le sens que les gens vont donner à ce qu'ils font. Si on met tout cela ensemble, on en arrive à la communication engageante, qui m'est chère et sur laquelle je travaille avec, je vais citer au moins 2 collègues, dans mon champ disciplinaire, le professeur Girondola, et dans le champ des sciences de l'information et de la communication, le professeur Françoise Bernard. Regardez, comme c'est relativement simple. On part du schéma de la Swell, que tout le monde connaît. Qui dit quoi à qui par quel canal? On n'enlève rien, mais on ajoute. En lui faisant faire quoi? Puisqu'il faut qu'il soit acteur. En obtenant de sa part quel acte préparatoire? Puisqu'il faut le mettre en mouvement. Et bien sûr,
on vient de le voir, la question du sens et à quel niveau d'identification de l'action. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vais prendre avec beaucoup de bonheur vos questions.